22 ans à élever 3 filles dont personne ne voulait, et maintenant l'État l'appelait voleur. Monsieur Émile ferma les yeux. Il n'avait rien pour se défendre. La porte grinça en s'ouvrant. 3 femmes entrèrent dans la salle d'audience et le silence devint assourdissant. Le coup de marteau du juge résonna dans la pièce comme si quelqu'un avait laissé tomber une pierre dans un puits sec. Monsieur Émile Dubois, 78 ans, debout devant la barre, leva à peine les yeux. La combinaison orange était trop grande pour ses épaules. Les menottes pesaient plus que quiconque ne pouvait l'imaginer à son âge. Il avait les mains croisées devant son corps, les phalanges gonflées par des décennies de travail manuel et une tache jaunâtre sur le dos de la main gauche qui ressemblait à la carte d'un pays qui n'existait plus. « Levez les yeux, monsieur Dubois », dit le juge Antoine Leclerc d'une voix neutre, l'observant du haut de la tribune en bois sombre. Monsieur Émile obéit lentement. Ses yeux bleus, autrefois intenses, étaient maintenant éteints, comme 2 fenêtres recouvertes de poussière accumulée pendant de longues années. Sa barbe blanche tremblait imperceptiblement sur sa mâchoire. Le procureur Damien Leroy se leva avec l'élégance calculée de celui qui avait déjà gagné ce genre de bataille maintes fois. Il portait un costume gris foncé sur mesure et marcha vers le centre de la salle avec l'assurance d'un homme qui sait que les caméras le filment. La salle était pleine, des journalistes au premier rang, des curieux à l'arrière, quelques voisins du quartier où monsieur Émile avait vécu un demi-siècle. Personne de sa famille, aucune main amie, seulement le silence et des regards durs. « Votre honneur », commença Leroy, sa voix emplissant la salle sans effort. L'accusé Émile Dubois, profitant de la confiance du défunt monsieur Anselme Beaumont, a manipulé des documents testamentaires et détourné des fonds pour une somme qui dépasse la valeur de plusieurs propriétés urbaines, un héritage qui revenait de droit à la famille légitime du défunt. Un héritage que cet homme, il pointa un long doigt sans trembler. Cet homme, déguisé en employé fidèle, a silencieusement soustrait pendant plus de 2 décennies. Des murmures s'élevèrent dans la salle. Une femme au dernier rang fit claquer sa langue. Monsieur Émile ne bougea pas, baissant seulement le regard, comme si le sol de marbre lui avait offert un coin où se cacher. L'avocat commis d'office, un jeune homme fraîchement diplômé de la faculté, feuilletait les documents avec l'expression de celui qui vient de découvrir qu'il s'est jeté dans une rivière trop profonde. Il n'avait pas parlé à monsieur Émile plus de 15 minutes avant l'audience. Le vieil homme avait refusé de collaborer à sa propre défense. Il n'avait pas signé de déclaration, n'avait pas demandé de témoin. Quand le jeune homme lui avait demandé s'il avait des parents qui pourraient venir témoigner pour lui, monsieur Émile avait fixé une fissure au plafond du cachot et avait seulement répondu par une phrase que le jeune avocat n'avait pas su interpréter. « Ne les dérange pas, mon garçon, qu'elles vivent leur vie. » Maintenant, le jeune homme, suant sous sa cravate bon marché, se demandait si cette phrase avait été la confession d'un vieux coupable ou le dernier geste de dignité d'un homme injustement acculé. Le parquet requérera la peine maximale, conclut Leroy en retournant à sa table. 20 ans de prison ferme. Le corps de monsieur Émile ne réagit pas un clignement, pas un soupir, comme si Leroy avait dit qu'il pleuvrait demain. Dans la galerie, un homme d'une 40aine d'années, costume impeccable couleur charbon, montre en or brillant sous la lumière fluorescente, sourit à peine. C'était un petit sourire, contenu, presque poli, mais qui aurait bien regardé, aurait vu la profonde satisfaction derrière ses lèvres minces. Octave Beaumont avait attendu ce moment pendant des années. Il avait engagé les meilleurs enquêteurs, avait épluché chaque document de l'archive de son défunt oncle, avait construit le dossier pièce par pièce, jusqu'à ce que le vieux mécanicien n'ait nulle part où se cacher. Monsieur Anselme Beaumont, son oncle, avait été un industriel respecté de la région, propriétaire de 3 ateliers de machines lourdes et d'un immense hôtel particulier dans le vieux quartier. Quand Anselme mourut, sans épouse ni enfant, Octave avait hérité des ateliers et de l'hôtel particulier. Mais il existait une fiducie, une petite fiducie, presque insignifiante aux yeux d'Octave à l'époque, administrée par un homme humble qui avait été l'employé de l'oncle pendant toute leur vie adulte commune. Une fiducie destinée, selon le testament, à l'éducation et à l'entretien de 3 orphelines que l'employé avait accueillies chez lui. 3 filles dont personne ne voulait. Octave, à l'époque, avait signé les papiers sans trop lire, jeune, ambitieux, la tête occupée à développer les ateliers. Mais les années passèrent. Les ateliers ne rapportèrent pas ce qu'il avait rêvé. Les dettes s'accumulèrent et 2 hivers auparavant, en révisant de vieux registres avec l'aide d'un comptable, Octave avait découvert le montant réel de cette humble fiducie, un chiffre qui avait été administré avec une discipline notariale pendant 22 ans par monsieur Émile Dubois. Un chiffre qui, augmenté des intérêts,
ne semblait plus si insignifiant. Et c'est alors qu'est née l'histoire qui était maintenant racontée au tribunal. Que M. Émile avait influencé l'oncle malade dans ses derniers jours, qu'il avait manipulé le document, qu'il s'était approprié un argent qui ne lui avait jamais appartenu. La vérité était autre, mais la vérité était menottée, vêtue d'orange, et ne disait pas un mot. « Monsieur Dubois, » appela le juge, « votre défenseur a demandé un ajournement. Avez-vous quelque chose à déclarer avant que nous évaluions cette demande ?» Monsieur Émile leva de nouveau les yeux. Il mit quelques secondes à parler, comme s'il devait essuyer la poussière des mots. « Non, votre honneur, je ne souhaite rien déclarer. Ce qui doit arriver, qu'il arrive, monsieur le juge. » Les rois fit un geste presque imperceptible au juge, une petite inclinaison de la tête qui disait « Vous voyez bien, il ne se défend pas, c'est pratiquement une confession. » L'avocat commis d'office tenta d'intervenir en parlant de l'âge de l'accusé, de sa santé, du manque de temps pour préparer la défense. Le juge l'écoutait avec une expression patiente, mais tous dans la salle savaient comment cela allait se terminer. La machine judiciaire était déjà bien huilée pour broyer le vieil homme. Pendant que le jeune homme demandait clémence procédurale, M. Émile ferma les yeux. Pour la première fois depuis qu'il était entré dans la salle, son visage se détendit, non pas par soulagement, mais par fatigue, une fatigue accumulée de nombreuses vies en une seule. Son esprit voyagea. Il voyagea jusqu'à une aube d'il y a 22 ans, quand il avait trouvé une fillette aux cheveux blonds, presque blancs, abandonnée sur le perron de l'église du quartier, enveloppée dans une vieille couverture qui sentait l'humidité. La petite ne pleurait pas, ce fut le plus douloureux. C'était une fillette qui avait déjà appris à ne pas pleurer, bien qu'elle ne marchât pas encore. Il y avait un papier plié dans la poche de la robe rapiécée qui disait seulement « Elle s'appelle Valentine. S'il vous plaît, pardonnez-moi. » Monsieur Émile allait à son atelier à l'aube, avant que le soleil ne se lève, car il avait un travail important à livrer. Il ramassa la créature du froid sans y penser, l'enveloppa dans sa propre veste, sentit le petit corps chaud contre sa poitrine et sut, d'une manière qu'il ne pouvait s'expliquer, que cette respiration rapide allait tout changer. Il marcha les 15 pâtés de maison jusqu'à chez lui, avec la fillette endormie sur son épaule, et tandis qu'il marchait, il lui parlait doucement, comme si la créature comprenait. « N'aie pas peur, tu ne seras plus jamais seule. Je te le promets, ma fille, je te le promets. » Il voyagea jusqu'au jour où la voisine du fond, Madame René, était morte sans prévenir personne d'une douleur à la poitrine qu'elle n'avait jamais voulu soigner par peur des frais médicaux. La femme laissa une fillette de 4 ans, aux cheveux roux flamboyants comme une flamme, regardant par la fenêtre sans comprendre pourquoi sa maman ne se levait pas ce matin-là ni le lendemain. La fillette s'appelait Camille. L'assistante sociale du quartier était arrivée avec un carnet et un dossier, prête à l'emmener dans un foyer d'État. Monsieur Émile avait ouvert la porte de sa maison avec Valentine, déjà âgée de 3 ans, accrochée à son pantalon. Il regarda l'assistante, regarda Camille, debout sur le seuil, le visage plein de larmes séchées et les yeux immenses. Et il sut de nouveau. Il le sut en une seconde. Il parla à l'assistante sociale pendant 1 heure entière. Il signa les papiers qu'il devait signer. Il supplia pour ceux qu'elle ne voulait pas lui faire signer. Quand l'assistante partit, Camille resta assise dans la cuisine, silencieuse comme un meuble, sans toucher l'assiette de soupe qu'il lui avait servie. Monsieur Émile s'assit à côté, prit une cuillère, lui approcha la soupe des lèvres et lui dit, la regardant droit dans les yeux rougis, « C'est ta maison, ma fille. Ici, personne ne part. Ici, personne n'est plus jamais seul. » Camille mit 3 jours à parler, mais elle mangea. Il voyagea jusqu'au jour où un foyer précaire de l'autre côté du village ferma ses portes pour insalubrité, et les enfants furent répartis entre des familles improvisées, presque au hasard, par une fonctionnaire pressée, avec trop de dossiers et très peu de temps. La plus jeune du groupe, une fillette aux cheveux châtain roux, aux yeux immenses, silencieuse comme une pierre après des mois sans que personne ne lui parle avec tendresse, était arrivée chez Monsieur Émile, avec un sac à dos cassé et sans le moindre jouet. Elle s'appelait Renée. Elle avait 6 ans. Quand Monsieur Émile ouvrit la porte et la vit là, tenant la main de la fonctionnaire, il sut que cette fillette avait déjà appris le pire qu'un être humain puisse apprendre, qu'elle ne valait rien pour personne. Il lui fallut 3 mois pour lui arracher le premier mot. Il lui fallut presque 6 mois pour lui arracher le premier sourire. Il lui fallut une vie entière pour s'assurer que la fillette aux cheveux châtains ne se sentirait plus jamais comme un colis égaré. Elle resta. Elle resta pour toujours. 3 filles dont personne ne voulait. 3 filles à qui il avait appris à lire, à se peigner seul, à cuisiner le riz, à ne pas avoir peur du noir. 3 filles qu'il avait emmenées à l'école sous la pluie, tenant un parapluie qui ne couvrait que les petites et le laissait tremper.
3 filles qu'il avait envoyées à l'université avec une fierté silencieuse. 3 filles qui étaient parties une par une vers les grandes villes, vers de meilleurs futurs, vers des vies qu'il n'avait jamais rêvées pour lui-même. C'était ce qu'il voulait, qu'elles s'envolent. Et c'est pourquoi, quand les policiers étaient venus le chercher dans son petit atelier, M. Émile n'en avait appelé aucune. Qu'elles vivent leur vie, mon garçon. Qu'elles vivent leur vie. Requête rejetée, entendit-il dire le juge, sa voix revenant dans la salle. L'audience continue. Que le premier témoin du parquet s'avance. M. Émile ouvrit les yeux et en même temps, quelque part au loin, 3 femmes recevaient une nouvelle qui allait leur briser l'âme. La véritable histoire ne faisait que commencer. Paris s'éveilla sous une brume dense, collée aux fenêtres du 28 étage. Valentine Cruz boutonna le dernier bouton de son blazer bleu foncé devant le miroir et s'arrêta un instant pour se regarder. La femme dans le reflet avait des cheveux blonds platine tombant sur les épaules, des yeux bleus identiques à ceux du père qu'il avait trouvé sur ce perron d'église 22 ans auparavant, et une mâchoire serrée qui révélait que quelque chose n'allait pas. Elle avait reçu l'appel à l'aube. Une voix inconnue, une collègue du cabinet juridique du quartier, où M. Émile avait vécu toute sa vie, parlant vite, presque en se bousculant. Valentine réussit à peine à comprendre un mot sur 5, mais les mots importants arrivèrent clairement. Monsieur Émile Dubois, arrêté, accusé de fraude, audience demain, sans avocat privé. Le téléphone lui était tombé sur le lit. Quand elle le reprit, elle n'appela pas le cabinet où elle exerçait. Elle n'appela pas son petit ami. Elle n'appela pas son chef pour signaler son absence. Elle n'appela qu'un seul numéro, celui de sa sœur cadette. « Camille !» dit-elle à la première sonnerie, sans saluer, sans préambule. « Viens à la maison. Nous devons rentrer. » Camille Dubois était à Marseille. À cette heure, elle était déjà réveillée car le médecin légiste commence à travailler avant que la plupart des gens ne prennent leur premier café. Elle avait ses cheveux roux attachés en une queue de cheval haute. Toujours vêtue de sa blouse blanche de laboratoire, elle était en train de signer un rapport sur une affaire qui l'avait tenue éveillée pendant des semaines quand son téléphone commença à vibrer sur la table en acier inoxydable. Elle vit le nom de Valentine sur l'écran. Sa sœur aînée n'appelait jamais à cette heure. Jamais. Quelque chose en Camille, avant même de toucher le bouton vert, se glaça dans sa poitrine. Quand elle entendit la voix de Valentine, elle sut, sans qu'on le lui dise. Elle sut. Elle laissa tomber le stylo sur le rapport qu'elle était en train de signer. L'encre fit une petite tache qu'elle ne réussit pas à effacer, et que pendant des années ce rapport allait rester archivé avec cette marque, comme un rappel physique du moment où son monde avait basculé. Qu'est-ce qui s'est passé, papa? Un mot, un seul mot. Mais Camille marchait déjà vers son bureau pour chercher les clés de sa maison, son passeport, tout ce dont elle aurait besoin. « Je prends un avion dans 4 heures, prévient René. J'arrive. » René Dubois était à Lyon. On la trouva dans un café du centre avec son ordinateur portable ouvert et 3 tasses vides à côté. Elle terminait une enquête sur un réseau de fraudes immobilières qu'elle avait mis des mois à construire. C'était la plus jeune des 3, la silencieuse, celle qui écrivait de longs articles que les gens lisaient 2 et 3 fois, parce qu'il parlait avec une clarté qu'on n'apprend dans aucune faculté. Quand le téléphone vibra sur la table, elle vit le nom de Camille et sentit, avant de répondre, que quelque chose se serrait dans sa poitrine. Elle avait cette intuition rare que certains journalistes développent après des années à pourchasser des vérités difficiles. La capacité de flairer une mauvaise nouvelle, avant même de la lire, elle répondit « Je t'appelle de l'aéroport », dit Camille sans laisser René dire bonjour. « Qu'est-ce qui s'est passé ? Papa est en prison. Il sera jugé demain pour quelque chose qu'il ne ferait jamais. » René ferma son ordinateur. Elle le ferma avec tant de force que les personnes des tables voisines du café tournèrent la tête, mais elle ne les vit pas. Elle ne voyait dans son esprit que l'image d'un homme mince et buriné, tenant un parapluie sur 3 petites filles pendant qu'il se mouillait sous la pluie. Et une image encore plus ancienne, elle-même, à 6 ans, venant d'arriver dans cette maison, regardant l'homme à la barbe blanche qui lui servait la première soupe chaude de sa vie et lui disait « Ne pleure plus, ma fille. Tu es à ta place. J'arrive. » Elle le dit ainsi, sans ajouter rien d'autre, car entre elles 3, les mots n'étaient pas nécessaires. Les mots, on leur avait appris à les utiliser dès leur enfance, mais les silences aussi. Monsieur Émile leur avait appris les 2. René prit son sac, laissa un billet sur la table qui valait le double de la note, et se dirigea vers la sortie du café sans attendre la monnaie. À l'intérieur de sa poitrine s'était allumé un calme froid, dur, professionnel. La même calme qui lui servait quand elle interviewait un fonctionnaire corrompu et devait soutenir son regard sans ciller. Sauf que cette fois, le calme n'était pas contre un fonctionnaire,
C'était contre tout le système judiciaire qui avait osé toucher à son père. Pendant ce temps, dans la salle du tribunal de grande instance, le premier témoin du parquet déposait sous serment. C'était un jeune comptable, costume bon marché, voix nerveuse. Son travail avait consisté à réviser les mouvements de la fiducie, administrée par M. Émile, au cours des 2 dernières décennies. Son rapport écrit dans un langage technique dense disait essentiellement que les retraits de la fiducie avaient été constants, soutenus, et que le solde final disponible était pratiquement nul. L'argent, selon le comptable, s'était évaporé dans l'administration même de M. Émile. « Et où est allé cet argent selon les registres que vous avez analysés ?» demanda le procureur Leroy. « Les retraits ont été effectués en espèces. La plupart du temps, nous n'avons pas de traces claires de leur destination. Par conséquent, nous ne pouvons affirmer que cet argent a été investi dans, par exemple, l'éducation de mineurs. Nous ne pouvons l'affirmer avec la documentation dont nous disposons. » Murmure dans la salle. Les journalistes écrivaient. Monsieur Émile restait assis sur le banc des accusés, les mains croisées sans se défendre. L'avocat commis d'office tenta de demander si le comptable avait examiné les reçus personnels de l'accusé, mais le comptable répondit que ces documents ne figuraient pas dans le dossier qui lui avait été remis. Leroy sourit à peine. Octave Beaumont dans la galerie hocha la tête avec une discrète approbation. Le témoin suivant fut une ancienne voisine qui affirma, sans grande conviction, avoir entendu M. Émile dire un jour que le vieux Anselme lui avait promis plus que ce qu'il avait finalement reçu. La déclaration était ambiguë. Elle pouvait s'interpréter de 100 manières, mais dans le contexte de l'accusation, elle fonctionnait comme une pierre de plus dans le mur qu'il construisait autour du vieil homme. La voisine parlait en regardant le sol, tordant un mouchoir froissé entre ses doigts. N'importe qui ayant un peu d'expérience dans la salle aurait remarqué que cette femme n'était pas là de son plein gré. Elle était là parce qu'on lui avait dit qu'elle devait y être. Ce qui ne se disait pas mais se respirait dans l'air, c'est que cette voisine devait quelques sous à des personnes peu scrupuleuses et que ce témoignage allait lui pardonner une partie de sa dette. Mais ces choses-là, dans les tribunaux, sont rarement consignées dans les dossiers. Et comment décririez-vous la relation de M. Dubois avec M. Anselme Beaumont dans les derniers mois de la vie du défunt ? Insista Leroy. Ah, M. Émile allait beaucoup chez lui. Beaucoup. Plus qu'avant. Et M. Anselme était déjà très malade. Il ne quittait presque plus son lit. Je les voyais par la fenêtre. M. Émile lui parlait doucement à l'oreille. Longtemps. Il parlait à l'oreille d'un homme malade, alité, dans un état de fragilité émotionnelle considérable. Oui, on pourrait dire qu'il y avait une influence soutenue de M. Dubois sur le défunt. L'avocat commis d'office se leva. Objection. La question est suggestive. Recevable, dit le juge Leclerc d'un ton sévère. Reformulez, monsieur le procureur. Mais le mal était déjà fait. L'image était ancrée dans la salle. Un vieil homme murmurant à l'oreille d'un autre vieil homme plus faible que lui. Un murmure qui sonnait comme de la manipulation. Toute la salle l'avait visualisé, et la justice se décide souvent moins sur les faits que sur les images qui flottent dans l'air. Monsieur Émile écouta toute la déclaration sans bouger. Ce n'est que lorsque la voisine mentionna qu'il parlait doucement à l'oreille du défunt monsieur Anselme que ses yeux s'humidifièrent pour la première fois de toute l'audience. Mais non pas par culpabilité, par douleur, car oui, c'était vrai. Il avait parlé doucement à l'oreille de monsieur Anselme en ces derniers temps. Il lui avait lu des lettres que la femme de ménage ne pouvait lire, car elle ne savait pas. Il lui avait raconté comment les filles allaient à l'école. Il lui avait décrit Valentine récitant une poésie lors de la fête de fin d'année. Il lui avait raconté la première dent que René avait perdue. Il avait tenu compagnie à un homme qui mourait sans enfant, sans épouse, sans personne proche dans le monde. C'était là son influence soutenue. C'était là sa manipulation. Mais rien de tout cela ne pouvait être dit maintenant, car toute défense qu'il tenterait, toute explication, tout nom qu'il mentionnerait, finirait par entraîner les filles dans le bourbier de ce procès. Et cela jamais. Plutôt la prison, plutôt la condamnation, plutôt le silence éternel. « Défense, souhaitez-vous interroger le témoin ?» demanda le juge. « Non, votre honneur, » dit le jeune homme, la voix brisée d'impuissance. Leroy présenta le document suivant, une copie du testament original de M. Anselme Beaumont, dans laquelle figurait la clause de la fiducie en faveur des 3 mineurs. Mais en plus du document, il présenta également le rapport d'expertise graphologique commandé par la famille Beaumont, qui mettait en doute la signature du défunt. Selon cette expertise privée, il y avait des traits compatibles avec une écriture hésitante, possiblement influencée ou assistée par un tiers. Ce tiers, conclut Leroy, regardant droit vers le banc des accusés, ne pouvait être autre que M. Émile Dubois, unique accompagnant constant du défunt dans ses dernières semaines de vie.
L'avocat commis d'office objecta. Le juge admit les objections et les observations, mais laissa l'expertise consignée au dossier. Le cercle se resserrait. Octave se pencha à l'oreille de son propre avocat et lui murmura quelque chose. Son avocat hocha la tête. Octave se cala dans son siège, avec la satisfaction tranquille de celui qui voit s'effondrer un château qu'il a lui-même construit pièce par pièce. Non pas pour gagner ce qui était sien, mais pour détruire un homme qui ne lui avait jamais rien fait. Car la vérité, la profonde, l'inavouable, était celle-ci. Octave avait grandi dans l'ombre de son oncle Anselme, et avait toujours perçu que le vieil industriel avait plus d'affection pour cet humble employé que pour son propre neveu de sang. Monsieur Anselme appelait Émile Dubois, « mon fils », dans un murmure quand il croyait que personne n'écoutait. Octave avait entendu ce murmure une fois. Il avait 14 ans, et depuis ce jour, une graine amère avait commencé à pousser dans un coin de son âme. 20 ans plus tard, cette graine était devenue un arbre complet, et l'arbre demandait du sang. « L'audience est levée », annonça le juge Leclerc, en frappant doucement son marteau. « Nous continuerons la session de demain avec les témoins restants et le témoignage de l'accusé s'il le souhaite. Que le détenu soit reconduit. » Les uniformes s'approchèrent de M. Émile. Le vieil homme se leva avec difficulté, son dos grinçant. Pendant qu'on le guidait vers la sortie latérale, il leva la tête une dernière fois et regarda vers la galerie. Octave soutint son regard avec un sourire à peine perceptible. M. Émile ne répondit pas à ce sourire, il baissa seulement les yeux et se laissa emmener. Cette nuit-là, dans la cellule froide, M. Émile ne dormit pas, ne pleura pas non plus. Il s'assit seulement sur le bord de la paillasse, les mains sur les genoux, regardant un mur, sans aucune caractéristique distinctive. Le mur avait des taches sombres d'humidité ancienne. Une fissure le traversait en diagonale d'un coin au centre, une peinture jaunâtre, écaillée, qui dans une autre vie aurait été blanche. Monsieur Émile se concentra sur cette fissure. Il la suivit du regard lentement, comme s'il la lisait. Dans son esprit, il répétait le visage de chacune des filles. Valentine aux cheveux d'or, Camille aux cheveux de feu. René avec ses yeux toujours si grands, si silencieux. Il les passait en revue comme on récite un chapelet. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Et chaque tour de son chapelet intérieur se terminait par la même phrase muette. « Qu'elles vivent leur vie, Seigneur, qu'elles vivent même si je reste !» À travers la lucarne grillagée de la cellule, filtrait une lumière fluorescente du couloir. La lumière bougeait de temps en temps quand un gardien passait. Monsieur Émile entendait des pas, des voix lointaines, un cri de détenu dans une autre aile, un sanglot contenu, un coup sec, la bande sonore de l'endroit le plus solitaire du monde. Mais il n'était pas vraiment seul. Il avait à cet instant les petites têtes de 3 filles dormant dans leur vieux lit au fond de sa mémoire. Et tant que ces petites têtes continueraient de dormir dans sa mémoire, aucune cellule ne le briserait. Mais au même instant, dans 3 avions différents, sur 3 routes différentes, sur 3 pays différents, 3 jeunes femmes serraient les poings sur les accoudoirs. Valentine, dans son siège côté fenêtre, regardait le ciel nocturne et passait mentalement en revue chaque article du code de procédure dont elle aurait besoin. Elle avait un carnet posé sur ses genoux. La pointe de son stylo tremblait à peine, non par nervosité, mais par une rage contenue. Avant d'embarquer, elle avait appelé un collègue du corps officiel d'experts pour commander une expertise d'office urgente sur la signature du testament. Elle avait déjà un plan, déjà une stratégie, déjà du courage. Camille, dans un autre avion, repassait dans sa tête chaque technique médico-légale pour détecter les altérations documentaires. Elle ne lisait pas le code de procédure, elle lisait un ancien dossier médical qu'elle avait obtenu par des canaux professionnels en quelques heures. Le dossier médical du défunt M. Anselme Beaumont, où apparaissaient des diagnostics d'arthrite, de détérioration motrice et d'autres données médicales qui pouvaient parfaitement expliquer l'hésitation d'une signature sans avoir besoin d'inventer des manipulations criminelles. René, dans le 3e avion, écrivait à la main dans son carnet usé les noms de chaque voisin, chaque femme de ménage, chaque connaissance lointaine qui pourrait avoir un souvenir concret des derniers mois de vie de M. Anselme. Il y avait un nom souligné 2 fois, Madame Geneviève Martin. René savait comment la retrouver. Elle savait de combien de façons un bon journaliste peut retrouver une personne qui ne veut pas être trouvée. Elle revenait à la maison, et la salle du tribunal supérieur, le lendemain matin, n'allait pas être la même salle que la veille. Ce que personne ne savait, pas même M. Émile, c'est que la blonde, la rousse et la châtaine venaient armées, non pas d'armes, mais de quelque chose de bien plus puissant. De la vérité, de dossiers, d'expertise et de 22 ans d'amour accumulés que personne,
ni les rois, ni Octave, ni l'État tout entier ne pouvaient effacer d'un trait de plume. La porte du tribunal allait s'ouvrir, et quand elle s'ouvrirait, tout changerait. Le deuxième matin du procès fut différent. La salle du tribunal de grande instance était encore plus pleine que l'audience précédente. Un journaliste avait publié l'affaire dans une colonne d'opinion, et maintenant, l'histoire du vieil homme accusé d'avoir volé les filles qu'il avait lui-même élevées avait éveillé la curiosité publique, des caméras à l'entrée, des enregistreurs discrets dans les poches des reporters. La salle sentait le café tiède et l'encaustique. Sur les réseaux sociaux, tout au long de la nuit, une version simplifiée de l'affaire avait circulé parmi les anciens habitants du quartier. Un court message écrit par une femme qui avait été cliente de l'atelier de M. Émile pendant des décennies, qui disait simplement « Si vous connaissez M. Émile, vous savez que c'est une infamie. S'il vous plaît, priez ». Le message avait été partagé des centaines de fois. Certaines de ces personnes étaient maintenant dans la galerie, attendant de voir de leurs propres yeux comment cette infamie se déroulait. M. Émile entra de nouveau menotté. La combinaison orange lui allait cette fois encore plus grande, comme si le corps du vieil homme avait rétréci pendant la nuit à cause du froid de la cellule. Il marcha jusqu'à sa place, le regard baissé, s'assit et respira profondément comme quelqu'un qui se prépare à supporter un coup qu'il sait déjà venir. Le juge Antoine Leclerc occupa sa place. Le procureur Damien Leroy arrangea ses dossiers avec un geste théâtral. Octave Beaumont, dans la galerie, portait cette fois un costume bleu marine plus foncé et regardait la scène avec le calme d'un propriétaire. Le calme de celui qui sentait que toute la salle lui appartenait déjà. « Bonjour, monsieur le juge. Le parquet continuera la présentation des preuves documentaires, » commença Leroy. Mais à ce moment-là, bien avant que le procureur ne puisse même toucher le premier document, les portes du fond de la salle s'ouvrirent en grand. Ce ne fut pas un doux grincement, ce fut une poussée ferme, décidée, presque militaire, qui fit que toute l'audience tourna la tête en même temps. Les deux énormes battants de bois s'ouvrirent à deux battants. Et par le seuil apparurent trois jeunes femmes marchant ensemble, épaule contre épaule, vêtues de l'élégance silencieuse de celles qui savent exactement pourquoi elles sont là. Devant, au centre, une femme aux cheveux blonds platine tombant lisses sur les épaules. Blazer impeccable, chemise blanche boutonnée jusqu'en haut, pas ferme, talons moyens, un dossier épais serré contre sa poitrine. À sa gauche, une femme aux cheveux rouges comme une braise, costume noir, jupe droite, expression sévère. À sa droite, une femme aux cheveux châtain roux, tailleur pantalon foncé, un sac à dos professionnel sur l'épaule et les yeux immenses, attentifs, balayant toute la salle d'un seul regard. Elles marchèrent dans le couloir central comme si la salle leur appartenait. Elles ne regardaient pas sur les côtés, ne regardaient pas les journalistes qui commençaient à se retourner pour les photographier, ne regardaient pas les curieux qui tendaient le cou pour mieux les voir. Elles ne regardaient que devant. Elles n'allaient que vers un seul point dans la salle. Le banc des accusés, où un vieil homme vêtu d'orange attendait sans savoir encore que ses trois filles étaient revenues. Monsieur Émile ne les vit pas entrer. Il avait le regard fixé sur ses mains menottées, mais il entendit les pas, trois paires de talons avançant à l'unisson dans le couloir central, et quelque chose en lui, avant même que son cerveau ne le traite, se brissa. Parce que le cœur sait des choses que la tête ne sait pas. Parce qu'il y a des sons qu'un père reconnaît, même après des années sans les entendre. Il leva très lentement la tête. Sa barbe blanche bougea. Un frisson lui parcourut toute la colonne vertébrale. Le procureur Leroy tourna la tête. Octave Beaumont tourna la tête. Le juge Leclerc leva les yeux avec étonnement. Les trois femmes avancèrent sans s'arrêter jusqu'au centre de la salle. La blonde s'arrêta devant la barre, posa le dossier sur la table de la défense d'un coup sec, et puis, d'une voix claire, sans tremblement, prononça les mots qui coupèrent la salle en deux. « Votre honneur, je suis la docteure Valentine Dubois, avocate inscrite au barreau, et je demande à me constituer dès maintenant comme avocate particulière de M. Émile Dubois. J'ai ici la procuration signée et les documents correspondants. » Silence. M. Émile leva très lentement la tête. Ses yeux bleus, ternes pendant toute l'audience précédente, devinrent soudain deux miroirs. Il vit Valentine, il vit Camille derrière, il vit René encore plus loin, et sa barbe blanche commença à trembler d'une manière incontrôlable. Une larme tomba sur son uniforme orange, puis une autre encore. Le vieil homme fit un effort énorme pour ne pas s'effondrer sur le banc des accusés. Il ferma les yeux, serra les poings menottés et remua les lèvres sans bruit. Ce qu'il dit sans bruit fut « Non, ma fille, ne t'en mêle pas ». Mais Valentine ne le regardait pas.
Elle regardait le juge avec une dignité ferme, avec la même posture droite que 22 ans plus tôt sur le perron d'une église, qu'elle n'avait pas quand il l'avait trouvée, enveloppée dans une vieille couverture. « Docteur », répondit le juge Leclerc, observant les documents que l'officier de greffe lui tendait. « La documentation semble en règle. Votre demande est recevable. Veuillez prendre place en tant qu'avocate particulière. Avocat commis d'office, vous êtes relevé, mais restez à la disposition de la cour. » Le jeune avocat commis d'office soupira avec un soulagement qu'il ne put dissimuler. Camille et René s'assirent au premier rang, juste derrière la table de la défense. Camille serrait une épaisse enveloppe jaune entre ses mains. René tenait un enregistreur et un carnet usé rempli de notes. Les rois se leva, l'expression visiblement altérée. « Votre honneur, cette intervention surprise ne devrait pas interrompre la procédure déjà en cours. Nous demandons de continuer avec la présentation des preuves d'expertise graphologique. » « Continuez, monsieur le procureur, » dit le juge avec calme, observant Valentine avec un intérêt nouveau. Les rois présenta l'expertise privée commandée par la famille Beaumont. Il parla pendant 10 minutes des traits hésitants de la signature du défunt, des tracés qui suggéraient l'intervention de tiers, de la présomption raisonnable de manipulation. Quand il eut terminé, le juge s'adressa à Valentine. « Docteur Dubois, souhaitez-vous répondre ?» Valentine se leva, marcha tranquillement vers la barre, ouvrit le dossier, en sortit un document. « Oui, votre honneur. Je demande l'incorporation au dossier du rapport d'expertise graphologique réalisé par le corps officiel d'experts judiciaires du parquet, avec cachet et signature protocolaire. Daté d'il y a 3 jours, commandé d'office par ma collègue docteur Camille Dubois, médecin légiste agréé au niveau national, concernant la signature du testament de M. Anselme Beaumont. Procédez, dit le juge. Le rapport officiel conclut, sans l'ombre d'un doute, que la signature du testament correspond entièrement et sans assistance de tiers, aux propres mains et écritures du défunt M. Anselme Beaumont. La prétendue hésitation que l'expertise privée a interprétée comme une influence est due à une condition médicale du défunt, dûment certifiée dans son dossier médical. Une polyarthrite rhumatoïde à un stade avancé des articulations de la main dominante. Cette hésitation n'est pas une manipulation, c'est une maladie. Les rois pâlit pendant une fraction de seconde, mais retrouva son sang-froid. Cette expertise officielle arrive tard dans le processus, votre honneur. Elle n'arrive pas tard, répondit Valentine sans perdre son ton. Elle arrive maintenant. La défense a été notifiée dans les délais et apporte une expertise officielle qui a une hiérarchie supérieure à une expertise privée. Je demande qu'elle soit incorporée et valorisée. Recevable, dit le juge Leclerc. Elle est incorporée. Octave Beaumont dans la galerie sentit la première fissure. Une petite fissure, mais une fissure. Camille se leva quand Valentine l'appela à la barre. Elle marcha d'un pas assuré, prête à serment en tant qu'experte et témoin professionnel, et expliqua techniquement, avec des mots précis, comment la détérioration motrice du défunt pouvait être confondue par un expert inexpérimenté avec une influence externe. Elle parla de la polyarthrite rhumatoïde, des légers tremblements de la main dominante, de la façon dont le tracé d'une personne malade peut paraître hésitant même lorsque la volonté derrière le tracé est absolument lucide. Elle montra des images agrandies, compara des échantillons graphologiques de M. Anselme d'il y a 5 ans, d'il y a 3 ans, d'il y a 1 an, et de la même période que le testament. La progression était très claire. La signature du testament était la signature d'un homme atteint d'arthrite avancée, non la signature d'un homme manipulé. Sa voix ne tremblait pas. Elle ne regarda pas son père pendant la déclaration. Elle savait que si elle le faisait, elle ne pourrait pas continuer à parler. Mais en terminant son exposé, avant de descendre de la barre, leurs yeux se croisèrent avec ceux de M. Émile pendant 1 seconde, juste 1 seconde. Et M. Émile, dans cette seconde, sentit que la salle disparaissait. C'était lui et elle à nouveau dans la petite cuisine de la maison il y a de nombreuses années, quand elle était arrivée silencieuse, et qu'il lui avait tendu une cuillère de soupe. La fillette qui ne parlait pas pendant des jours avait appris avec le temps à parler au monde entier avec la précision d'un chirurgien. Et maintenant, elle utilisait cette voix pour soutenir l'homme qui lui avait appris à dire le premier mot complet de sa vie d'adulte. « Merci. »« Prochain témoin de la défense, » annonça Valentine. « Je demande la présence de Madame Geneviève Martin, voisine de Monsieur Anselme Beaumont pendant plus de 40 ans. » René se leva et sortit un instant. Elle revint en escortant une femme âgée vêtue d'une robe foncée, simple, cheveux argentés, attachés en chignon, le dos légèrement courbé, mais les yeux vifs comme 2 lampes. C'était l'une des personnes que René avait retrouvées au cours des dernières semaines. La femme s'était cachée presque involontairement,
vivant avec une nièce dans une autre ville, complètement hors du radar des avocats des Beaumont. René l'avait trouvé en suivant une trace de vieilles lettres que M. Anselme avait écrites pendant les derniers mois de sa vie. Madame Geneviève marcha lentement vers la barre, prêta serment, et s'assit. Quand elle leva les yeux, ils cherchèrent d'abord M. Émile. Elle lui sourit à peine, un petit sourire, mais empreint d'un respect ancien. M. Émile lui rendit le sourire en silence. « Madame Geneviève », commença Valentine en adoucissant sa voix pour ne pas intimider le témoin. « Avez-vous connu M. Anselme Beaumont ?»« Je l'ai connu, ma fille. Il vivait à un demi-pâté de maison de chez moi pendant plus de 40 ans. Je l'ai soigné dans ces derniers mois avec ma nièce, car il ne pouvait presque plus se lever de son lit. Et connaissiez-vous également M. Émile Dubois, présent dans cette salle, comme un fils? Ma fille, comme si c'était mon propre fils. M. Émile allait tous les après-midi chez M. Anselme, il apportait le bouillon que la femme de ménage lui préparait, il lui lisait le journal, il lui parlait des filles. Vous souvenez-vous d'une conversation particulière concernant le testament? Madame Geneviève respira profondément. Ses yeux s'humidifièrent. Un après-midi, il y a de nombreuses années, M. Anselme m'a appelé dans sa chambre. Il voulait que j'écoute, dit-il. Il voulait un témoin extérieur à la famille, dit-il. Le notaire était là aussi. M. Anselme dicta. Sa voix était faible, mais sa tête était ferme, ma fille, ferme comme un vieil arbre. Il dicta lui-même, mot pour mot, cette clause de la fiducie pour les 3 filles. Et ensuite, avant de signer, il prononça quelques mots que je n'oublierai jamais. Le silence dans la salle était total. Même les ventilateurs du plafond semblaient avoir baissé leur bruit. « Qu'a-t-elle dit, Madame Geneviève ?» demanda Valentine avec douceur. Il a dit « Cet argent est pour les filles, pour les 3, pour Valentine, pour Camille et pour René. Jamais pour mon neveu, qui ne pense qu'à lui-même. Et cet argent sera sous la garde d'Émile, car Émile est ce qui se rapproche le plus d'un fils que Dieu m'ait donné dans cette vie. Et un père, même un père adoptif, sait mieux prendre soin de ses enfants que n'importe quel avocat. » La salle se remplit d'un silence lourd comme du plomb. Une des journalistes du premier rang porta la main à sa bouche. Un huissier au fond qui travaillait depuis 20 ans dans ce tribunal et se croyait immunisé à ces choses, sentit ses yeux s'humidifier sans permission. « Et que s'est-il passé après ces mots, Madame Geneviève ?» insista Valentine à voix basse. Ensuite, il a signé. « Ma fille. » Monsieur Anselme a signé de sa main tremblante, oui, mais seul, sans que personne ne tienne le crayon. Et avant de rendre le document au notaire, il a regardé Monsieur Émile, qui se tenait dans un coin de la pièce sans parler, et lui a dit « Mon fils, promets-moi qu'elles ne sauront jamais que cet argent a existé. Je veux qu'elles grandissent en croyant qu'il vient du fruit de ton travail, car mon argent sans tes mains ne servait à rien. C'est toi qui les élèves. Moi je ne suis que celui qui fournit la farine. » Et Monsieur Émile lui a promis. Je l'ai entendu. Le notaire l'a entendu. Et Monsieur Anselme ferma les yeux satisfaits, comme quelqu'un qui laisse une affaire importante entre de bonnes mains. Camille serra la main de René au premier rang. Elles respiraient toutes les deux avec difficulté. Valentine, au centre de la salle, dut déglutir avant de continuer. Monsieur Anselme a dit expressément, en votre présence et celle du notaire, que cet argent était pour les filles et que Monsieur Émile l'administrerait à cette fin, insista Valentine. C'est ce qu'il a dit mot pour mot, ma fille. Et il a signé ensuite de sa main tremblante. Oui, mais seul, sans que personne ne tienne le crayon. Je l'ai vu. Le notaire l'a vu et Dieu l'a vu. Je n'ai pas d'autres questions, votre honneur. Les rois se leva. Il tenta d'interroger Madame Geneviève, cherchant une faille, une incohérence, un souvenir douteux en raison de l'âge. Mais la vieille femme répondait avec une clarté et une fermeté qui laissaient peu de place à la manœuvre. Quand on lui demanda si elle se souvenait de la date exacte du testament, elle répondit « Ma fille, les dates exactes, je ne m'en souviens pas, mais cet après-midi-là, je m'en souviens entièrement. Les oublis viennent avec les années pour les petites choses. Les grandes choses, on ne les oublie jamais. » René, assise au premier rang, notait chaque réponse dans son carnet et en écrivant, un petit sourire commença à se dessiner sur ses lèvres. Le même sourire qu'elle affichait à 12 ans quand elle découvrait qu'une énigme du livre que M. Émile lui avait offert avait une réponse plus simple qu'il n'y paraissait. Quand Madame Geneviève descendit de la barre, Valentine s'approcha du banc où était assis son père. Elle lui parla doucement pour que seul lui entende. Elle ne lui dit pas « Papa », cela, elles allaient le garder pour plus tard. Elle lui dit seulement « Tenez bon encore un peu, le pire est passé ». M. Émile hocha la tête, et pour la première fois de tout le procès, une larme coula sur sa joue, et il n'essaya pas de la dissimuler. « Ouh ! La défense demande une brève suspension d'audience. »« Votre honneur, » dit Valentine,
retournant à sa place. Ensuite, nous convoquerons le témoin Octave Beaumont. Recevable, dit le juge Leclerc. 15 minutes. Octave se leva de son siège comme s'il avait été piqué par une aiguille. Son avocat lui prit le bras, lui murmura quelque chose à l'oreille. Octave hocha la tête, mais ses yeux cherchèrent pour la première fois de tout le procès une issue qui n'existait pas. Pendant qu'il marchait vers le couloir des témoins pour attendre son tour, Octave sentit que les murs se resserraient autour de lui. Il se vit un instant, non pas comme l'homme d'affaires respectable qu'il avait toujours été, mais comme l'adolescent de 14 ans, qui un après-midi, caché derrière une porte du manoir de son oncle, avait entendu le vieux Anselme dire à Émile Dubois « Mon fils ». Cette phrase, ces deux mots avaient été la blessure fondatrice de sa vie, la graine, le germe du ressentiment qui maintenant, 2 décennies plus tard, l'avait conduit jusqu'à ce couloir de tribunal avec une affaire construite sur des mensonges. Pendant un instant, Octave voulut remonter le temps. Pendant un instant, il voulut renoncer au procès, retirer la plainte, s'excuser, quitter la ville et disparaître. Mais l'orgueil, ce vieil ami destructeur qui l'avait accompagné toute sa vie d'adulte, lui prit le bras et l'obligea à continuer de marcher. Il ne pouvait pas reculer, il ne voulait pas reculer. Même s'il avait su à ce moment-là qu'il marchait vers sa propre chute, il aurait quand même continué de marcher, car le piège qu'il avait construit pendant des années venait de se retourner. Et maintenant le chasseur était pris à son propre piège. Quand la salle se remplit de nouveau après la suspension d'audience, ce n'était plus la même salle qu'au début de la journée. Quelque chose d'invisible avait changé dans l'air. Les journalistes écrivaient plus vite, la galerie était plus silencieuse, et les yeux de nombreux assistants ne regardaient plus M. Émile avec suspicion, mais avec une curiosité nouvelle, presque honteuse. Octave Beaumont marcha vers la barre des témoins avec un effort visible pour paraître normal, mais son costume bleu marine, autrefois impeccable, semblait s'être un peu froissé aux épaules. Sa cravate était un peu de travers, et le petit sourire avec lequel il était entré à l'audience précédente n'était plus sur ses lèvres. Il prêta serment d'une voix un peu rauque. Il s'assit. Valentine Dubois se leva. Elle s'avança vers le centre de la salle, avec le calme de celle qui connaît déjà la fin du film qu'elle est sur le point de voir. Elle tenait un nouveau dossier, différent du premier, plus mince, plus dangereux. « Monsieur Beaumont », commença-t-elle, « confirmez-vous que vous êtes l'héritier principal du défunt Monsieur Anselme Beaumont? Confirmez-vous que vous avez signé il y a environ 22 ans les documents correspondant à l'ouverture de la fiducie en faveur de 3 mineurs administrés par Monsieur Émile Dubois? J'ai signé plusieurs documents à cette époque. La succession était complexe. Avez-vous signé ou non ces documents, Monsieur Beaumont? Répéta Valentine sans élever la voix, mais avec une fermeté nouvelle. Octave hésita une seconde. Son avocat, depuis la table du parquet, tenta de lui faire un geste. Octave ne le vit pas. J'ai signé. Bien. J'ai ici, votre honneur, une photocopie certifiée des documents signés par Monsieur Beaumont à ce moment-là. Dans ces documents, Monsieur Beaumont déclare expressément connaître et accepter les clauses du testament de son oncle, y compris celle de la fiducie. La signature est indubitable. La date également. Valentine remit le document. Le juge le reçut. Leroy remua sur son siège. « Monsieur Beaumont, continua Valentine, si vous avez signé en connaissant et en acceptant les clauses, pourquoi aujourd'hui, 22 ans plus tard, les contestez-vous? Parce que... Après, j'ai découvert des irrégularités. Le montant était bien plus important que ce que vous vous souveniez ou ce que vous attendiez. Ce n'est pas la même chose. Vous avez raison. Ce n'est pas la même chose. Se souvenir est une question de mémoire. Attendre est une question d'avidité. Objection, s'écria Leroy. La défense conduit émotionnellement le témoin. Reformulez, docteur, dit le juge avec calme. Valentine hocha la tête. Monsieur Beaumont, est-il vrai que vous avez contracté au cours des 2 dernières décennies des dettes importantes liées à l'administration des ateliers hérités? Octave baissa les yeux. J'ai eu des difficultés financières, oui. Ces difficultés coïncident-elles temporellement avec la décision de contester la fiducie? Pas directement. J'ai ici, votre honneur, des copies certifiées du registre des arriérés et des saisies sur les propriétés de Monsieur Beaumont, datées précisément de la période immédiatement antérieure à ce qu'il commence à enquêter sur la fiducie administrée par mon défendeur. Leroy objecta. Le juge admit l'objection partiellement, mais permit que la preuve documentaire soit incorporée au dossier. La fissure dans le mur d'Octave se transforma en crevasse. Valentine lui accorda un répit, s'approcha de sa table, feuilleta d'autres documents et revint. «
Cette fois, sa voix se fit plus douce, plus dangereuse. « Monsieur Beaumont, lors du premier jour d'audience, nous avons entendu une déclaration technique qui suggérait que mon défendeur parlait à l'oreille du défunt monsieur Anselme dans ces derniers mois, que cette proximité constituait une manipulation. C'est ce que l'expertise a suggéré. Savez-vous, monsieur Beaumont, ce que mon défendeur disait à l'oreille de votre oncle pendant ces après-midi? Non, je ne le sais pas. Voulez-vous le savoir? Silence. Valentine se tourna vers le public. Camille, au premier rang, avait les yeux brillants, mais se retint. René tenait l'enregistreur à 2 mains sans ciller. Monsieur Émile, sur le banc des accusés, gardait le regard fixé sur le sol, les mains menottées serrées sur les genoux. Il savait ce qui venait, et cela lui brisait l'âme. « J'ai ici », dit Valentine en ouvrant un autre dossier. Des lettres écrites par monsieur Anselme Beaumont pendant ses derniers mois de vie, dictées de la main de madame Geneviève Martin, qui agissait comme son assistante. Ces lettres étaient conservées dans une vieille armoire de l'hôtel particulier du défunt, trouvée il y a quelques semaines par ma collègue René Dubois lors d'une visite de la propriété. Je demande leur incorporation au dossier. Allez-y, dit le juge. Valentine ouvrit la première lettre. Sa voix en lisant resta ferme, bien qu'intérieurement elle sentait quelque chose se briser en elle. Cher Émile, aujourd'hui tu m'as raconté que la petite Valentine a récité une poésie à la fête de l'école. Tu m'as rendu heureux. Je veux que tu saches que je prie chaque nuit pour les 3 filles. Je veux que lorsqu'elles grandiront, elles sachent qu'il y a eu un vieil homme qui les a aimées de loin sans oser le dire. Mais tant que je serai vivant, continuons de garder ce secret. Qu'elles ne sachent jamais d'où vient l'argent de l'école. Qu'elles croient qu'il vient de ton travail, mon fils, car c'est cela qui est le plus important, la vérité. C'est toi qui les élèves. Moi, je ne suis qu'un vieil homme qui aide avec la farine. La pâte, c'est toi qui l'as fait. Camille porta la main à sa bouche, René baissa la tête, et monsieur Émile, pour la première fois de tout le procès, laissa les larmes couler sans les retenir, mouillant l'uniforme orange de prisonnier. Valentine ouvrit la deuxième lettre. Elle était plus courte, écrite d'une calligraphie encore plus tremblante. Elle la lut aussi d'une voix posée. « Émile, aujourd'hui je vais plus mal. Ma main m'obéit à peine. Mais avant de partir, je veux te rassurer sur une chose. Le testament est bien fait. Le notaire est venu. Madame Geneviève était témoin. Si un jour mon neveu Octave tente de toucher à l'argent des filles, n'aie pas peur. La volonté signée vaut plus que tout désir d'héritier. Prends-en soin pour moi, pour toi, pour elle. Et quand je ne serai plus là, regarde-les grandir et raconte-le-moi, raclement de gorge dans le silence de l'atelier, une partie de moi sera là à t'écouter. » Une femme au dernier rang se mit à pleurer. Une autre encore. La salle se transforma en un chœur dispersé de respiration contenue. Valentine ouvrit la 3e lettre. Celle-ci, elle ne la lut pas entièrement. Elle ne lut que 2 lignes, la voix chargée de quelque chose qui frôlait la difficulté de continuer. « Mon fils, si tu lis cette lettre, c'est que je suis parti. Prends soin de tes filles comme si elles étaient les miennes, car au fond, elles le sont. Les 2 vies que j'ai vécues, tu les as rendues dignes d'être vécues. » Elle ferma la lettre. Elle la posa doucement sur la table. Elle attendit 2 secondes, juste assez pour retrouver sa contenance. Et chaque lettre était une pierre de plus sur le toit de verre d'Octave Beaumont. Dans la galerie, Octave sentit son corps se ramollir. Son oncle, ce même oncle qu'il avait toujours vu comme un vieil homme distant, avait écrit pendant des années des lettres à Émile Dubois, l'appelant « mon fils », et à lui, à Octave, son neveu de sang que lui avait écrit l'oncle. Rien, pas une ligne, pas un salut. Octave sentit un nœud très ancien, planté dans sa poitrine depuis l'adolescence, lui monter à la gorge. Mais le nœud ne se transforma pas en regret, il se transforma en rage. La rage qui grandit quand on se rend compte qu'on a perdu. « Monsieur Beaumont, dit Valentine en revenant au centre de la salle, saviez-vous l'existence de ces lettres? N'êtes-vous pas disposé à admettre que l'administration de la fiducie par mon défendeur était exactement ce que le défunt monsieur Anselme Beaumont voulait expressément ?» Octave ferma les yeux. Son avocat lui faisait des gestes désespérés depuis la table, mais il était déjà trop tard pour les gestes. « Je ne savais pas. J'ai seulement vu les mouvements de la fiducie. J'ai vu que l'argent, interrompit Valentine en élevant cette fois la voix pour la première fois de tout le procès, a été dépensé en école, en uniforme, en livres, en études universitaires, en loyer modeste pendant les années d'études, en frais médicaux quand l'une de nous tombait malade, pour la subsistance quotidienne de 3 orphelines, que votre oncle voulait protéger et que mon défendeur a protégé comme un père. J'ai ici, et elle frappa un autre dossier sur la table, le détail absolu de chaque centime dépensé pendant 22 ans, reçus, factures, justificatifs.
Mon défendeur les a tous gardés, tous, parce qu'il savait au fond de son âme qu'un jour quelqu'un viendrait l'accuser de quelque chose qu'il n'avait jamais fait. Et il a gardé chaque papier comme un père garde les dessins de ses enfants. La salle était dans un silence absolu. Valentine se tourna vers le banc des accusés. Elle regarda pour la première fois de tout le procès directement son père. Mon défendeur. Sa voix se brisa un instant, mais elle se reprit rapidement. A dépensé cette fiducie uniquement et exclusivement pour ce que son instituteur lui avait demandé de dépenser, et a travaillé 2 équipes dans son petit atelier pendant 22 ans, en outre, pour compléter ce que la fiducie ne suffisait pas à couvrir. Mon défendeur n'a jamais pris un sou pour lui, ni pour une chemise neuve, ni pour un repas à l'extérieur, ni pour un repos. Son seul gain en ces 22 ans furent 3 filles qui ont appris à lire, à étudier, à rêver et à se tenir debout dans le monde. Une femme au dernier rang se mit à pleurer en silence. Un journaliste baissa son enregistreur, le regard perdu. « Je n'ai pas d'autres questions, votre honneur », dit Valentine en retournant à sa table. L'Héroy se leva, tenta, reformula des questions, insista sur des irrégularités formelles, mais la marée avait déjà tourné. Le juge lui-même se montrait moins patient avec les arguments du procureur. Octave à la barre répondait avec de moins en moins de force, jusqu'à ce qu'à un moment, face à une question qu'il ne se souvenait pas d'avoir bien préparée, il baissa simplement le regard et dit « Je ne peux pas continuer à répondre. Votre honneur. » « Vous pouvez vous retirer de la barre, » dit le juge d'un ton sec. Octave descendit, marcha vers son siège. Il sentit pour la première fois de sa vie d'adulte que les regards autour de lui le voyaient réellement tel qu'il était, non comme le neveu de l'industriel, non comme l'héritier, mais comme un homme qui avait tenté de détruire un autre homme pour une vieille blessure qu'il n'avait pas osé guérir lui-même. Quand il s'assit dans la galerie, son propre avocat se pencha et lui murmura qu'il n'y avait plus rien à faire. Octave hocha la tête sans répondre. « La défense appelle M. Émile Dubois à témoigner volontairement s'il le souhaite, » dit Valentine. M. Émile leva la tête, regarda longuement Valentine, puis Camille, puis René, et alors, d'une voix basse mais ferme, il dit « Oui, je veux parler ». On lui ôta les menottes pour qu'il puisse marcher. Le vieil homme se leva avec effort, aidé par l'officier. Il marcha lentement jusqu'à la barre, s'assit. Il posa ses mains maintenant libres sur ses genoux. Il regarda le juge, regarda le parquet, et enfin, avec une tendresse douloureuse, il regarda les 3 femmes qui occupaient le premier rang. « Votre honneur, » dit-il, et sa voix trembla. Mais il continua. « Je ne vais pas me défendre de l'accusation. Cela, ma fille l'a fait mieux que je n'aurais pu le faire. Je veux seulement demander pardon, mais pas à cette salle, à L3. » Il désigna de la tête Valentine, Camille et René. Je leur ai caché pendant 22 ans qu'une partie de l'argent avec lequel je les ai élevés venait d'une fiducie qu'un homme bon leur avait laissée. Je leur ai fait croire que tout venait de mon atelier, de mes mains. Je l'ai fait parce que j'avais peur qu'elles se sentent moins mes filles. J'avais peur qu'elles se sentent empruntées. Aujourd'hui, je comprends que cette peur était la mienne et qu'elle méritait de savoir la vérité depuis toujours. Mes filles. Et sa voix se brisa ici et il ne put plus continuer de manière continue. Pardonnez-moi. Camille se couvrit le visage de ses 2 mains. René se leva de son siège sans réfléchir et s'avança vers la barre. Mais l'officier lui demanda doucement de revenir à sa place. Valentine, debout à la table de la défense, garda sa contenance par force professionnelle, mais ses yeux se remplirent d'une lueur qu'elle ne pouvait cacher. « Votre honneur, » dit M. Émile en se reprenant. « C'est tout ce que j'avais à dire. Ce que la justice décidera, je l'accepterai, mais je voulais qu'elles entendent cela de ma bouche avant que la fin, quelle qu'elle soit, n'arrive. » Le juge Antoine Leclerc ne répondit pas immédiatement. Il enleva ses lunettes, se frotta les yeux, puis retrouva son visage de magistrat avec une rapidité professionnelle, mais qui l'observait bien savait que cette pause avait été plus humaine que juridique. « Que l'accusé retourne à son siège, dit-il finalement. La cour se retire pour délibérer. » Monsieur Émile se leva en marchant pour retourner au banc des accusés. Sans menottes aux mains pour la première fois en 2 jours, il regarda de nouveau ses 3 filles et remua les lèvres, cette fois avec un son à peine audible. « Merci. » Les 3 femmes hochèrent la tête en même temps. 1, 2, 3, comme un seul geste. Le marteau du juge tomba sur le bois et la salle retint son souffle, attendant la sentence. La délibération dura moins que quiconque n'avait imaginé, à peine 40 minutes. Quand l'officier annonça que la cour reprenait pour entendre la sentence, le public s'installa dans ses sièges avec une anxiété presque religieuse. Certains priaient en silence, d'autres regardaient simplement vers la porte latérale, par où l'on allait ramener le vieil homme. Monsieur Émile entra sans menottes.
Le juge Antoine Leclerc avait signé une ordonnance interne de levée provisoire des mesures restrictives jusqu'au prononcé de la sentence. C'était un geste que quiconque ayant de l'expérience dans les tribunaux savait lire. Valentine, Camille et René étaient ensemble au premier rang, les trois paires de mains entrelacées, comme si elles ne formaient qu'une seule triple main. Madame Geneviève s'était assise à leur côté. Octave Beaumont occupait un coin discret dans la galerie du fond, presque invisible, avec son avocat à ses côtés. « Que l'accusé se lève », ordonna le juge d'une voix solennelle. Monsieur Émile se leva, la barbe blanche, les épaules voûtées, les mains croisées devant son corps, libre pour la première fois depuis de nombreux matins. Ayant examiné toutes les preuves présentées, entendu les déclarations, évalué les expertises officielles et les documents incorporés au dossier, commença le juge, ce tribunal de grande instance considère que l'accusation contre M. Émile Dubois ne peut être maintenue. De plus, ce tribunal comprend que M. Dubois a administré pendant 22 ans la fiducie instituée par le défunt M. Anselme Beaumont, en respect absolu de la volonté expresse de l'instituteur, sans détourner le moindre fonds à son bénéfice personnel et démontrant, avec chaque somme documentée, une conduite exemplaire. La salle respira à l'unisson. En conséquence, ce tribunal acquitte M. Émile Dubois, ordonne sa libération immédiate et dispose en outre l'ouverture d'une enquête d'office sur la conduite de M. Octave Beaumont et des experts privés qui ont soutenu des accusations qui, à la lumière des preuves officielles, semblent avoir été élaborées en connaissance de leur fausseté. Octave baissa la tête. Son avocat lui toucha le bras, la porte latérale s'ouvrit et deux officiers s'approchèrent en silence. Octave se leva, marcha vers la sortie avec la dignité d'un homme qui sait qu'il a tout perdu, pas seulement ce procès. Il croisa le regard de M. Émile dans le couloir. Il s'attendait peu, être à un reproche, peu, être à un regard de victoire. Il ne reçut ni l'un ni l'autre. M. Émile le regarda seulement avec une peine infinie, sans dire un mot, et cela, au fond, fut plus dur pour Octave que n'importe quelle insulte. La session est levée, conclut le juge Leclerc en frappant doucement son marteau. Et permettez-moi, monsieur Dubois, avant de me retirer, de vous dire quelque chose, non pas en tant que juge, mais en tant que simple citoyen. Les filles que vous avez élevées sont aujourd'hui des femmes honorables. C'est la plus grande preuve de qui vous êtes. Je vous souhaite bon chemin. Le juge se leva, sortit par la porte du fond de la barre, emportant avec lui la sévérité institutionnelle. Ce qui resta dans la salle fut autre chose. Ce qui resta fut un courant électrique humain qui parcourut chaque banc. Valentine fut la première à bouger. Elle lâcha les mains de ses sœurs, fit 4 pas rapides, traversa le couloir central et serra M. Émile dans ses bras. Elle l'étreignit avec la force accumulée de 22 ans. Le vieil homme se tint à peine debout. Elle lui soutint le corps, sentit le battement du vieux cœur contre sa joue. « Papa », lui murmura-t-elle à l'oreille. Juste cela. Camille et René arrivèrent une seconde plus tard. Elles se joignirent à l'étreinte. 4 corps, une seule étreinte. M. Émile ferma les yeux. Sa barbe blanche trembla. Et pour la première fois depuis des années, les larmes qui coulèrent sur son visage n'étaient pas de tristesse. Elles étaient de quelque chose qu'il n'osait pas encore nommer, quelque chose de plus grand que la joie, quelque chose de plus profond que le soulagement. Madame Geneviève, observant la scène depuis sa chaise, se signa 2 fois. Quand ils sortirent du tribunal, il y avait des gens qui attendaient dehors. Des journalistes des voisins du quartier, une dame de l'épicerie du coin avec un sac de pain frais, l'offrant à M. Émile comme un salut. Certains applaudirent. La plupart regardaient simplement en silence avec une honte rétroactive d'avoir douté. René se chargea de le conduire en voiture. Camille s'assit à l'arrière avec lui, lui tenant la main. Valentine conduisait. Ils ne parlèrent pas beaucoup pendant le trajet. Ce n'était pas nécessaire. Ils arrivèrent à la maison de M. Émile au coucher du soleil, une petite maison simple, dans un vieux quartier, une véranda avec une balançoire en tissu, des pots de géraniums, un vieux rosier appuyé contre le mur, la même maison où les 3 avaient grandi, la même maison que chacune d'elles avait quittée à des moments différents pour s'envoler vers les grandes villes. M. Émile s'assit sur la balançoire de la véranda. Les 3 s'assirent autour de lui sur de vieilles chaises qu'elles avaient remises en place comme quand elles étaient enfants. Le soleil tombait doucement. Les oiseaux du quartier chantaient comme si rien d'extraordinaire ne s'était passé. « Mes filles, » dit M. Émile finalement d'une voix douce, « pardonnez-moi de ne pas vous avoir raconté. » Valentine lui prit la main. « Papa, il n'y a rien à pardonner. Vous nous avez donné la seule chose qui importait. Le reste, l'argent, les lettres, les papiers, tout cela est secondaire. Vous nous avez donné le toit, vous nous avez donné le nom.
Vous avez donné l'amour. Camille s'agenouilla à côté de la balançoire et posa sa tête sur les genoux du vieil homme, comme quand elle avait 5 ans, et restait à écouter les histoires qu'il leur inventait avant de dormir. « Papa, je suis médecin légiste. Parce qu'un jour vous m'avez emmené à votre atelier et vous m'avez expliqué comment fonctionnait un moteur. Vous m'avez dit, ma fille, tout ce qui se décompose peut être réparé si l'on comprend comment cela fonctionne à l'intérieur. Je fais cela au corps, aux os, à la vérité. Je l'ai appris de vous. » Renée s'assit au pied de la balançoire sur le sol, serrant ses genoux comme quand elle était une fillette silencieuse qui venait d'arriver dans cette maison avec un sac à dos cassé. « Papa, j'écris parce que vous m'avez offert des livres d'occasion que vous achetiez à la foire aux puces. Je n'ai jamais eu de livres neufs dans mon enfance, mais j'ai eu 100 vieux livres. J'ai eu 1000 mondes et grâce à ces livres je suis ce que je suis. » Monsieur Émile ne répondit pas. Ce n'était pas nécessaire. Il posa seulement une main sur la tête rousse de Camille et l'autre sur l'épaule châtain-roux de Renée. Valentine, assise à côté sur sa propre chaise, lui prit la main libre qu'il n'avait plus et la lui baisa. Sur la véranda, une lumière chaude du crépuscule peignit les vieux murs comme si elle les bénissait. La balançoire grinçait doucement, lentement. Tout le quartier semblait retenir son souffle par respect. Monsieur Émile dit enfin ce qu'il avait à dire. Il le dit d'une voix petite, comme s'il ne le disait que pour lui-même. Mais les trois l'entendirent comme s'il l'avait dit avec un mégaphone. J'ai recueilli du froid 3 filles dont personne ne voulait, et 22 ans plus tard, 3 femmes m'ont sorti du froid moi-même. Ceci, mes filles, ceci s'appelle la vie, et je ne l'échangerai pour aucune autre. Valentine sourit en essuyant une larme. Camille serra la main de son père. Renée, silencieuse comme toujours, écrivit cette phrase dans son carnet sans que personne ne la voie, car elle décidait déjà, sans le dire encore, qu'un jour elle écrirait sur tout cela, non pas pour se venger de quiconque, mais pour honorer un homme qui avait fait de son silence le toit le plus solide qu'aucune orpheline ne puisse rêver. Cette nuit-là, les 3 dormirent dans leur vieux lit d'enfant. Monsieur Émile se coucha dans sa paillasse grinçante, regarda le plafond familier, et pour la première fois depuis de nombreux matins, il s'endormit sans entendre son cœur galoper dans sa poitrine. Dehors, le vent remuait doucement les feuilles du vieux rosier. Et le rosier, après avoir survécu à tant d'hivers, semblait fleurir de nouveau.